c'est pas de l'improvisation, c'est une sorte de capteur qui fonctionne jusqu'à... Le 28 janvier 2005, une ombre glaciale s'est abattue sur la France, dans une chambre d'hôpital anonyme de la ville d'Évreux, loin des lumières étincelantes de Paris, loin des tapis rouges et des applaudissements frénétiques des Césars. Un homme rendait son dernier souffle. Il n'avait que 53 ans. Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silence. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier d'une âme blessée que vous pensiez connaître. Le monde entier voyait en lui François Pignon, cet idiot magnifique, ce visage rond et rassurant qui a fait pleurer de rire des générations entières, du dîner de cons à la soupe aux choux. Mais ce vendredi-là, alors que les chaînes de télévision diffusaient ses sketchs en boucle pour lui rendre hommage, personne ne semblait réaliser la terrible vérité. Jacques Villeray ne mourait pas seulement d'une maladie du foie. Il mourait d'une maladie de l'âme, une lente agonie qui avait commencé bien avant que son cœur ne cesse de battre. Comment un homme capable de déclencher l'hilarité d'un simple haussement de sourcil a-t-il pu finir sa vie dans une telle solitude, ravagé par l'alcool et le chagrin? La réponse ne se trouve pas dans sa filmographie, mais dans les zones d'ombre qu'il a soigneusement dissimulées derrière ses grimaces. On dit souvent que le silence est d'or, mais pour Jacques, le silence était un poison. Au moment de sa mort, ce n'était plus l'acteur célèbre qui s'éteignait, c'était un petit garçon perdu qui hurlait sans bruit. Aujourd'hui, nous allons briser ce silence respectueux. Nous allons oser regarder ce qu'il y avait derrière le masque du clown triste, car Jacques Villeray n'a pas été tué par le hasard. Il a été poussé vers l'abîme par 3 blessures béantes, 3 coupables invisibles que nous allons nommer ensemble. Une origine reniée, un amour dévasté et une industrie impitoyable qui l'a enfermé dans une cage dorée. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut oublier l'image de la star et revenir au tout début, à la source originelle de la douleur. Tout commence par un mensonge fondateur. Jacques Villeray, l'icône française par excellence, n'a jamais vraiment existé. L'enfant qui est né le 6 février 1951 à Loches s'appelait Jacky Boufroura. Il était le fils d'Annette, une jeune coiffeuse, et d'Ahmed, un père algérien qu'il n'a jamais eu le droit de connaître. Dans la France de l'après-guerre, porter un nom arabe et être un enfant illégitime était une tâche indélébile. Alors, pour le protéger, sa famille a commis l'irréparable. Ils ont effacé son père, ils ont changé son nom, ils ont construit un mur de silence autour de ses origines. Ce jour-là, on a appris au petit Jacky que pour être aimé, il devait cacher qui il était vraiment. C'était la première fissure, le premier pas vers cet enfer intérieur qui allait le consumer toute sa vie. Pour comprendre la chute vertigineuse qui suivra, il est impératif de mesurer d'abord la hauteur du sommet que Jacques Villeray a atteint. Avant de devenir une ombre, il a été la lumière la plus chaleureuse du cinéma français. Son ascension ne fut pas celle d'un jeune premier au physique ravageur, mais la revanche éclatante d'un talent pur sur les préjugés. Au conservatoire, on lui avait pourtant prédit qu'avec une tête pareille, il ne jouerait jamais les valets. Ils avaient tort. Avec son visage lunaire, ses yeux ronds emplis d'une perpétuelle mélancolie et cette voix douce qui semblait toujours s'excuser d'exister, Jacques a su toucher une corde sensible dans le cœur des Français. Il est devenu l'anti-héros par excellence, celui dans lequel chacun pouvait projeter ses propres fragilités, transformant ses maladresses en une poésie universelle qui transcendait les générations. C'est dans les années 1970 que le miracle opère, d'abord sous le regard bienveillant du réalisateur Claude Lelouch. Dans le film Robert et Robert en 1978, Jacques incarne un timide maladif cherchant l'amour, un rôle qui lui vaut son premier César et qui pose les fondations de son personnage public. Un homme simple, bon et terriblement attachant, mais c'est véritablement au début des années 1980 que Jacques Villeray change de dimension pour devenir une icône populaire incontournable, qui pourrait oublier sa performance dans La soupe aux choux en 1981. Aux côtés du légendaire Louis de Funès qui voyait en lui son fils spirituel, Jacques donne vie à l'Adam Ray, cet extraterrestre au costume jaune improbable. Ce qui aurait pu être ridicule devient culte. Avec ses bruitages devenus légendaires et son innocence désarmante, il conquiert les enfants tout en émouvant les parents. Il n'était plus seulement un acteur, il devenait le bon copain de la France entière, une présence rassurante qui s'invitait dans les salons le dimanche soir, agissant comme un baume apaisant pour une société en pleine mutation.
Pourtant, le véritable sacre, l'apothéose de sa carrière, arrive plus tard comme une vague immense qui emporte tout sur son passage. En 1998, le raz-de-marée Le Dîner de Cons déferle sur le pays. Sous les traits de François Pignon, ce comptable passionné de maquettes en allumettes, Jacques Villeray atteint la perfection absolue de son art. Il ne joue pas l'idiot, il l'humanise. Face à la méchanceté du personnage de Thierry Lhermitte, l'innocence de Villeray agit comme un miroir révélateur, faisant de lui le vainqueur moral de l'histoire. Avec plus de 9 millions d'entrées, il est au sommet du monde. Le public l'adule, la critique s'incline et il reçoit un nouveau César sous une ovation qui semble ne jamais devoir finir. Pour les spectateurs, il est un ange, une figure presque sainte de la gentillesse. On l'arrête dans la rue, non pas pour lui demander un autographe, mais pour le remercier, pour le toucher, comme si sa bonhomie était contagieuse. Mais c'est précisément là, sous les feux aveuglants de cette gloire immense, que le piège se referme. Car être le chouchou des Français est une responsabilité écrasante. Le public, dans son amour possessif, a enfermé Jacques dans une boîte. Il voulait qu'il soit toujours ce Pignon naïf et souriant, ignorant que derrière chaque éclat de rire provoqué sur scène, l'homme s'épuisait à maintenir l'illusion. La célébrité lui a offert le monde, mais elle a commencé à lui voler son droit à la tristesse. Alors que les salles de cinéma résonnèrent de rire, personne ne voyait que l'acteur, une fois rentré chez lui, commençait à suffoquer sous le poids de son propre personnage, cherchant désespérément une issue de secours qu'il pensait avoir trouvée dans les bras d'une femme, et hélas, au fond d'un verre. Alors que les projecteurs inondaient Jacques Villeray d'une lumière crue, projetant l'image d'un homme comblé, les coulisses de sa vie s'assombrissaient inexorablement. C'est ici que le conte de fées se fissure pour révéler une réalité bien plus âpre, celle d'une solitude absolue au milieu de la foule. La célébrité, cette amante exigeante, ne lui a pas seulement offert des trophées dorés, elle lui a aussi tendu un miroir déformant dans lequel il ne se reconnaissait plus. Pour comprendre la descente aux enfers de cet homme si doux, il faut oser regarder ce que les caméras ne montraient jamais, le combat quotidien d'un être écartelé entre le besoin vital d'être aimé et l'incapacité tragique de s'aimer soi-même. Dans cette lutte inégale, deux forces destructrices sont entrées en jeu, transformant son existence en un huis clos étouffant. La première de ces forces portait le masque de la convivialité, mais cachait le visage d'un tyran domestique. L'alcool n'était pas pour Jacques un simple vice de star, c'était un médicament toxique, une anesthésie nécessaire pour faire taire les angoisses du petit Jackie qui tremblait encore en lui. Irina, la femme de sa vie, a été le témoin impuissant de cette lente autodestruction. Elle a vu l'homme qu'elle aimait se battre contre ses démons, essayant désespérément de rester à la surface pour elle, pour leur amour, mais finissant toujours par être happé par le fond de la bouteille. Leur histoire, qui avait tout pour être éternelle, s'est brisée non pas par manque d'amour, mais par épuisement. Le départ d'Irina n'était pas une trahison, c'était un acte de survie face à une marée noire qu'elle ne pouvait plus endiguer. Pour Jacques, cependant, ce divorce a résonné comme la confirmation ultime de sa malédiction. Tous ceux qu'il aimait finissaient par partir, le laissant seul face à son reflet brisé. Mais si la tragédie personnelle était dévastatrice, elle était amplifiée par une seconde force tout aussi impitoyable, l'industrie du cinéma elle-même. C'est là que réside la grande trahison professionnelle de sa vie. Le système, obsédé par la rentabilité, a enfermé Jacques Villeray dans une cage dorée dont les barreaux étaient faits de rires enregistrés. Les producteurs et les réalisateurs voyaient en lui une valeur sûre, une machine à faire des entrées, et ils ont exploité cette veine jusqu'à l'épuisement. On lui proposait inlassablement les mêmes rôles de naïf, de maladroit, de con, sympathique, ignorant délibérément l'acteur dramatique puissant qui bouillonnait en lui. Il rêvait de jouer des rois maudits, de pleurer sur scène, d'incarner la tragédie humaine, mais on le renvoyait systématiquement à sa tronche de comique. Il est devenu prisonnier de sa propre caricature. Imaginez la violence psychologique de cette situation, être applaudi par des millions de personnes pour un rôle qui, peu à peu, dévore votre véritable identité. Chaque contrat signé était une nouvelle chaîne qui le liait à ce personnage de François Pignon, l'empêchant d'explorer la noirceur et la complexité de son art. Il se sentait comme un instrument dont on jouait toujours la même note, encore et encore, jusqu'à ce que la corde casse.
L'industrie l'aimait tant qu'il rapportait de l'argent, mais elle restait sourde à sa détresse muette. Alors que le public voyait un clown heureux, Jacques, lui, vivait le drame de l'imposteur, souriant devant les objectifs tout en sachant pertinemment que le soir venu, dans le silence de son appartement vide, il n'y aurait personne pour applaudir l'homme en larmes. C'est cette dichotomie insupportable, ce grand écart entre l'image publique et la souffrance privée qui allait précipiter l'inévitable, le conduisant vers un point de non-retour où même le cinéma ne pourrait plus le sauver. Le triomphe absolu du dîner de cons en 1999 aurait dû marquer le début d'une ère nouvelle, une consécration définitive. Pourtant, c'est précisément à ce sommet vertigineux que le sol s'est dérobé sous ses pieds, précipitant Jacques Villeray dans une crise dont il ne se relèverait jamais. Il existe une malédiction cruelle dans le monde du spectacle. On pardonne tout au succès, sauf la fragilité. Alors que la France riait encore de ses répliques cultes, l'homme, lui, sombrait. Les rumeurs ont commencé à circuler dans le tout Paris, insidieuses et toxiques. On murmurait que Jacques devenait difficile, qu'il était imprévisible, que ses démons prenaient le dessus sur son talent. L'industrie, cette machine qu'il avait portée au nu, tant qu'il était rentable, a commencé à se détourner, préférant ignorer la détresse d'un homme qui se noyait à vue d'œil plutôt que de lui tendre la main. C'est une période sombre, marquée par un isolement progressif et terrifiant. Jacques a tenté de fuir. Il a quitté l'agitation parisienne pour se réfugier à la campagne, près d'Évreux, espérant y trouver la paix qu'il n'avait jamais connue. Mais on n'échappe pas à soi-même en changeant de décor. Dans cette grande maison vide, loin des plateaux de tournage, la solitude est devenue sa seule compagne fidèle. C'est là, loin des regards, que le véritable scandale a eu lieu. Non pas une affaire publique tapageuse, mais le scandale de l'abandon. L'homme qui avait rempli les salles de cinéma se retrouvait désormais face à un téléphone qui ne sonnait plus pour les rôles qu'il désirait vraiment. Il était riche de gloire, mais émotionnellement ruiné, captif d'une spirale financière et psychologique qui le broyait lentement. Les apparitions publiques se faisaient au plus rare, et lorsqu'il se montrait, le changement était déchirant. Son visage, autrefois rond et jovial, portait désormais les stigmates de ses excès et de son immense tristesse. Le regard s'était voilé, comme si la lumière intérieure s'était définitivement éteinte. Il y avait quelque chose de tragique à voir ce génie comique errer comme une âme en peine, cherchant un réconfort que ni l'argent ni la reconnaissance passée ne pouvaient lui offrir. Il se sentait trahi, non pas par une personne en particulier, mais par la vie elle-même, par ce destin qui lui avait tout donné pour mieux tout lui reprendre. C'est dans ce contexte de délabrement moral et physique, alors que le monde continuait de tourner sans lui, que Jacques a compris qu'il arrivait au bout de son chemin. Mais avant de partir, il restait une dernière chose à faire, un dernier acte à jouer, non pas pour le public, mais pour la vérité. Le moment était venu de briser les chaînes du silence et de faire face une dernière fois à ceux qui l'avaient conduit jusqu'à ce précipice. Le 28 janvier 2005, dans la pénombre aseptisée de l'hôpital d'Évreux, l'heure de la vérité a sonné. Il n'y a pas eu de caméra, pas de micro tendu, pas de foule en délire pour assister à cette scène, et pourtant, c'est bien là que s'est joué l'acte le plus important de sa vie. Au seuil de la mort, alors que son foie épuisé renonçait à lutter, Jacques Villeray a brisé le silence. Ce n'était pas un cri de rage, mais un murmure lucide, une prise de conscience foudroyante qui a traversé son regard voilé. Dans ces derniers instants, le masque de pignon est enfin tombé, se brisant en 1000 morceaux sur le sol carrelé de la chambre pour laisser place une dernière fois au visage nu et effrayé de Jackie Boufroura. C'est à cet instant précis qu'il a affronté les 3 fantômes qui l'avaient conduit jusqu'à ce lit de mort, 3 coupables qu'il avait portés en lui comme une croix invisible pendant 53 ans. Le premier nom qu'il a dû affronter dans ce silence assourdissant fut celui d'Ahmed, ce père fantôme dont l'absence avait creusé un trou noir dans son identité. Sur son lit de mort, Jacques n'était plus la star du cinéma français. Il redevenait ce petit garçon métis qui avait passé sa vie à chercher son reflet dans les yeux des autres. Il a compris, trop tard, que toute sa carrière, tous ses rires provoqués, n'avaient été qu'une tentative désespérée de combler ce vide originel, de se faire aimer par une France entière à défaut
défaut d'avoir été reconnu par un seul homme. La douleur de cette origine reniée qu'il avait tenté de noyer dans le succès remontait maintenant à la surface, non plus comme une honte, mais comme une vérité qu'il emportait avec lui dans la tombe, revendiquant enfin, dans son dernier souffle, ce sang qu'on lui avait ordonné de cacher. Puis il y a eu le deuxième, bourreau, le plus intime, cette soif dévastatrice qui l'avait éloigné d'Irina. Dans la clarté brutale de la fin, il a vu comment l'alcool, ce faux ami qui promettait l'oubli, lui avait en réalité tout pris. Il a vu les visages de ceux qu'il aimait s'éloigner, chassés par ses propres démons. Il n'accusait personne, il ne cherchait pas d'excuses, il constatait simplement avec une tristesse infinie que le remède avait été pire que le mal. Et enfin, il a fait face au troisième coupable, cette industrie du spectacle qu'il avait consommée jusqu'à l'os. Il a réalisé qu'il avait donné sa vie pour divertir des gens qui ne le connaissaient pas, acceptant d'être enfermé dans la peau d'un idiot pour qu'on daigne le regarder. Il mourait riche de trophées, mais pauvre de lui-même, ayant sacrifié l'homme complexe qu'il était sur l'autel d'une caricature rentable. Ce moment de lucidité fut son ultime victoire. En acceptant la mort, il refusait enfin de jouer la comédie. Il ne cherchait plus à faire rire, il ne cherchait plus à plaire. Il était simplement Jackie, un homme blessé qui déposait les armes, laissant au monde le poids de ses regrets et la brutalité de son absence. Jacques Villeray est parti, emportant avec lui ses secrets et ses douleurs, mais son histoire continue de résonner en nous comme un avertissement solennel. Au-delà du fait divers, au-delà de la maladie et des excès, sa vie nous pose une question dérangeante sur la nature même de notre rapport aux idoles. Nous avons consommé son talent comme un produit. Nous nous sommes nourris de sa vulnérabilité pour égayer nos soirées, sans jamais nous demander quel était le prix à payer pour celui qui portait le masque. Le destin de Jacques nous rappelle brutalement que la gloire n'est pas une armure, c'est souvent un linceul doré qui étouffe ceux qui sont trop sensibles pour ce monde de prédateurs. Il est temps de se demander: aurions-nous aimé Jacques Villeray s'il n'avait pas été drôle? Aurions-nous ouvert nos bras à Jackie Boufroura, l'homme blessé, timide et complexe? Ou avions-nous seulement besoin du clown pour nous distraire de nos propres vies? L'industrie du spectacle, avec sa soif insatiable de profit, a une part de responsabilité écrasante dans ce gâchis, mais nous, le public, ne sommes pas totalement innocents. Nous applaudissons souvent trop fort pour entendre les appels au secours qui se cachent derrière les répliques cultes. Combien d'autres artistes, combien d'autres âmes fragiles se consument en ce moment même sous les projecteurs, prisonniers de l'image figée que nous exigeons d'eux. Aujourd'hui, alors que le rideau est définitivement tombé, il ne nous reste plus qu'à accomplir un dernier devoir de mémoire, non pas pour juger ses faiblesses, ni pour pleurer sur son sort, mais pour honorer l'humanité brute qu'il a tenté désespérément de nous montrer. Jacques ne cherchait pas la pitié, il cherchait simplement une place, une reconnaissance de son être véritable. En racontant son histoire aujourd'hui, en nommant ses blessures sans détour, nous lui rendons enfin cette dignité. Il n'est plus seulement le con du dîner, il est un homme libre. Alors, la prochaine fois que vous verrez son visage illuminer l'écran, ne riez pas seulement, écoutez le silence entre ses mots, c'est là que bat le cœur éternel de Jackie. Adieu l'artiste, et merci d'avoir été si humain parmi les loups.